Bonjour et bienvenue sur Maintivox, le podcast qui donne la parole à la communauté maintenance. Dans cette émission, découvre la réalité et le dynamisme de ce métier via le témoignage de passionnés. Ils partagent avec toi leur choix de carrière, leur évolution professionnelle, leur savoir-faire et leur vision de la maintenance d'aujourd'hui et de demain. Bonjour Marc. Bonjour Miroslav. Alors aujourd'hui, nous allons parler de ton métier, du métier d'ingénieur automaticien. Et je suis super content de t'accueillir dans ce podcast pour apprendre plus sur ce métier. On va découvrir ton parcours scolaire, ta formation. Ensuite, on parlera de ton parcours professionnel. Et on découvrira le métier d'ingénieur automaticien au travers de ton expérience professionnelle. Où tu nous expliqueras ton quotidien et au travers d'exemples, essayer de nous faire comprendre un petit peu la notion de réseau industriel et de maintenance connectée. Eh bien, écoute, déjà merci de m'avoir invité et puis bravo pour ce que tu fais avec Maintenancia. Merci. Donc pour mon parcours scolaire, donc comment j'y suis arrivé là, j'ai un parcours déjà d'ingénieur généraliste. Donc j'ai été à l'école des arts et métiers où j'ai fait jusqu'au niveau master. Ensuite, j'ai fait une spécialisation pendant 6 mois en mécatronique à Georgia Tech à Atlanta aux États-Unis. Et puis suite à ça, donc j'ai commencé à travailler dans l'industrie. Donc au départ, le métier d'ingénieur automaticien, c'était pas forcément quelque chose sur lequel j'étais spécialisé. Mais au fil de l'expérience et puis surtout avec ce double diplôme-là aux États-Unis, ça m'a vraiment orienté vers tout ce qui est mécatronique, contrôle-commande pour les équipements industriels. Et du coup, c'est comme ça que je suis arrivé là. Donc après, c'était au début des postes plutôt d'ingénieur projet automatisme où j'avais en charge d'installer ou de mettre en service des lignes qui n'étaient pas forcément programmées par moi. Et puis, au fur et à mesure, je me suis spécialisé, orienté vers la conception. Donc maintenant, je suis intégrateur de machines spéciales. Mais du coup, c'est une des spécialités du métier d'automaticien. Il y en a plein d'autres. Il y a la robotique, il y a la régulation. Moi, je fais plutôt de l'intégration de machines. Et du coup, c'est des machines qui vont être utilisées après dans les sites industriels. D'accord. Tu exerces ton métier en tant qu'indépendant, si tu l'as compris. Quelles sont tes missions au quotidien en tant qu'ingénieur, intégrateur de machines? Ouais, alors avant d'être indépendant, donc là ça fait 7 ans que je suis lancé dans le monde de l'automatisme. J'ai d'abord exercé en tant que salarié dans des usines ou bien chez des fabricants de machines. Et après, en 2020, là du coup, j'ai été poussé à aller vers le mode indépendant freelance. Donc c'est juste un autre mode de fonctionnement, mais c'est vraiment le même métier qui continue, c'est-à-dire un métier où il y a énormément de sens du concret, où on est beaucoup sur le terrain, parce qu'on parle quand même de machines physiques qui tournent sur des sites industriels, donc un côté assez pragmatique qui m'intéresse beaucoup là-dedans. Et puis il y a quelque chose qui m'a beaucoup attiré vers ce métier d'ingénieur automaticien, c'est la curiosité aussi, parce qu'on touche à plusieurs technologies. Il y a de l'électronique, il y a de la mécanique, on a des modules qui sont pilotés par des logiciels de configuration, on peut faire de l'informatique industrielle, on peut faire de la robotique. Enfin, c'est pour quelqu'un de curieux qui aime toucher à tout, moi ça me correspondait parfaitement. Donc c'est un peu ça le quotidien de mon métier, c'est-à-dire un métier assez polyvalent, et puis un métier où on a beaucoup d'impact aussi. Ça on s'en rend pas compte, mais par exemple, quand vous prenez votre téléphone, ça sort d'une ligne de production industrielle, les gens qui ont fabriqué les machines, qui ont fait vos téléphones, pour moi, ils sont encore plus heureux de voir le produit à la fin, parce qu'ils savent qu'il y a eu un impact énorme sur le produit final, enfin sur les utilisateurs. Donc, c'est vraiment un impact qui est assez satisfaisant au niveau professionnel. Donc voilà, c'est ce que je fais en termes techniques. Après, il y a quand même des petites contraintes aussi. Alors, avant même d'aborder le côté freelance, indépendant, il y a juste les contraintes pour tout automaticien. Ils vont vous dire, on se déplace beaucoup. C'est un métier un peu stressant parce qu'on travaille beaucoup sous pression. Parfois, il faut dépanner dans le rush. Mais bon, c'est des contraintes du temps réel. Après, c'est avec l'expérience, on s'habitue, quoi. Donc ça, c'est pour le métier d'automaticien en général. D'accord. Et après, il y a l'aspect freelance qui rentre dedans. Donc, ça consiste à tout simplement être artisan à son propre compte et à fournir des services soit de conception, de programmation à des bureaux d'études ou à des sites industriels.
Donc, dans mon cas, 80% de mon temps, je suis dans des bureaux d'études à faire du paramétrage, de la configuration pour programmer les machines. Puis 20% du temps restant, ça va être de la maintenance sur des sites industriels ou bien du support technique quand il y a des projets ou de la formation quand il faut faire monter des personnes en compétences. Donc, je répartis l'activité comme ça, mais après, chaque indépendant s'organise comme il le souhaite. L'intérêt, c'est que vu qu'on a un peu plus de marge en tant qu'indépendant sur son temps, enfin sur l'organisation de ces semaines, on peut dégager encore plus de temps pour se former. Moi, en tout cas, c'est vraiment le principal avantage que je vois là-dedans, c'est par rapport aux 5 premières années où j'étais salarié, maintenant, depuis 2 ans, j'ai beaucoup plus de temps pour me former, pour m'intéresser à des thématiques qui m'intéressent, pour partager aussi mon quotidien, tu vois, des interviews comme on fait maintenant, ou bien d'autres formes de rencontres, soit sur des salons ou dans des conférences. Ce genre de choses-là, j'ai beaucoup plus de temps pour y participer et forcément, ça m'intéresse encore plus parce que quand on est passionné par quelque chose, on aime bien aussi le partager avec d'autres. D'accord, oui. Et après, pour compléter aussi sur l'aspect indépendant, il y a un côté commercial aussi que j'aime bien. Après, ça dépend de la personnalité de chacun, mais certains vont peut-être apprécier ce mode d'être tout le temps dans le relationnel, dans l'innovation, dans la recherche de solutions en partant d'une page blanche. Et ça, il n'y a que le côté entrepreneurial qui peut regrouper tout ça en même temps. Ouais. Alors, justement, ce côté freelance et entrepreneurial, est-ce que tu penses que sorti de l'école, tu aurais pu te lancer directement ou est-ce que le fait de démarrer dans une entreprise au départ t'a aidé peut-être à consolider tes connaissances techniques ou à mieux connaître le marché? Alors, je vais parler de mon cas, parce que chacun son cas, mais pour moi, sortie d'école, j'aurais pas pu le faire. Pourquoi? Parce que j'avais pas forcément la spécialité qu'il fallait pour m'orienter vers l'automatisme. Comme je te disais, je sors d'une formation généraliste avec uniquement 6 mois de spécialisation à la fin. Donc, c'est pas du tout suffisant pour pouvoir s'attaquer à des machines dès le début. Enfin, surtout quand on parle d'applications industrielles, il y a des gros enjeux techniques et financiers derrière. Donc, faut bien faire attention à ce qu'on fait, quoi. Et par contre, je connais des gens qui, en sortant d'école, sont directement allés vers des métiers assez pointus niveau technique et dans des secteurs industriels. Donc, je pense que ça dépend un peu de l'envie de chacun et puis de à quel point on était sûr de ce qu'on voulait faire au départ. En règle générale, même si on a quand même un bagage pointu techniquement en sortant de formation, je pense que c'est mieux de passer quelques années en tant que salarié dans une ou plusieurs entreprises, parce que ça apporte quelque chose de précieux, c'est la manière de gérer les hommes. Ça a l'air assez basique comme ça, mais tout ne se fait pas à la technique. Enfin, il y a énormément de choses qui passent par l'humain, et ça, on peut que s'entraîner au fur et à mesure des expériences à pouvoir gérer ça. Donc, ne serait-ce que pour cet aspect-là de gestion des relations humaines, je pense que c'est bien de passer quand même quelques années à gérer des projets, à installer des machines avec des contraintes un peu différentes sur plusieurs secteurs. Et ensuite, si on a envie, on crée son entreprise, évidemment. D'accord. Alors, pour revenir maintenant sur l'aspect un peu technique de ton métier, l'automatisme, c'est vraiment au cœur de la révolution industrielle actuelle. La maintenance connectée et tous les capteurs, les remontées de données, etc. Tu pourrais illustrer par 2 exemples concrets la notion de réseau industriel d'un côté, et ensuite un deuxième exemple qui traitera de la maintenance connectée. 2 exemples. Je vais prendre peut-être un exemple où j'ai dû installer un matériel et un exemple où j'avais pas besoin du tout d'installer de matériel. On va faire comme ça. Oui. Donc, le premier exemple, c'était quand je bossais donc en 2020 sur le tunnel du Fréjus, que peut-être certains connaissent. Ça fait le lien entre la France et l'Italie pour aller vers Turin, Milan. Enfin, et du coup, c'est un système, on va dire, d'infrastructures de mobilité, avec évidemment beaucoup d'installations tertiaires pour la gestion du bâtiment en lui-même, mais aussi pour la gestion des incendies, des alarmes, de la présence des véhicules et tout ça. Donc énormément de capteurs en fait. C'est ce que je voulais dire, des capteurs qui vont remonter de l'information et il va falloir piloter. Et pour les piloter, forcément, on est obligé de les mettre en réseau et c'est là où intervient le réseau local industriel. Parce que même si ça reste une infrastructure routière,
et ben on a quand même un fonctionnement industriel. Donc on est sur un réseau local qui est cloisonné, protégé, sécurisé, mais dans lequel on a énormément de capteurs qui dialoguent avec des protocoles différents. Donc dans le cas de mon intervention, moi j'intervenais par exemple sur des protocoles comme Modbus, Profinet, Profibus. Et en termes de topologie réseau, pour ceux à qui ça parle, c'était une topologie en anneaux, parce qu'on souhaitait assurer la redondance du réseau. C'est-à-dire, en gros, si on coupe le câble réseau d'un côté, il faut qu'on soit quand même capable de passer par un autre chemin pour pouvoir récupérer les infos. Donc, anneaux redondants pour la topologie. Et du coup, moi, mon rôle là-dedans, c'était de configurer les capteurs terrain, typiquement des capteurs de présence, des capteurs des cellules radio pour la communication à l'intérieur du tunnel, des capteurs pour la ventilation qui vont pouvoir mesurer est-ce qu'on a suffisamment de flux d'air pour éliminer les vapeurs chaudes, ce genre de choses-là. Donc, c'est des capteurs spécifiques, donc il faut les configurer avec leur interface propre et ensuite les mettre à disposition du réseau pour remonter des données soit en lecture, on va venir lire l'état d'un système, ou bien en écriture pour faire des actions, par exemple si on veut baisser des signaux lumineux pour pouvoir informer les utilisateurs de la route. Donc là, j'intervenais au niveau des capteurs au niveau plutôt bas des équipements. Mais par contre, tout ça, on va dire, ça s'intègre dans un environnement plus large qui est souvent représenté de manière pyramidale dans ce qu'on appelle le CIM. CIM, ça veut dire Computer Integrated Manufacturing. Et c'est une représentation pour dire tout simplement que les capteurs terrain vont pouvoir faire leurs actions, récupérer des infos, les remonter un cran au-dessus au niveau de la supervision. Et après, on est capable, depuis la salle de contrôle, d'accéder aux alarmes des capteurs et de pouvoir faire des actions, par exemple si on a des voyants ou de la signalisation qu'il faut afficher en fonction de l'état de la météo par exemple. Donc on peut faire des actions en lecture et en écriture depuis le niveau salle de contrôle sur les équipements qui sont au niveau terrain. Donc ça, c'est un peu une organisation qu'on retrouve là dans un tunnel dans la mobilité, mais qu'on retrouve aussi dans beaucoup d'autres sites, d'autres secteurs industriels. D'accord. Et du coup, toi, en tant qu'ingénieur automaticien, tu as travaillé sur toutes les trois couches ou tu travailles avec d'autres ingénieurs, d'autres automaticiens? Comment vous êtes organisé pour ce genre de projet? Ça, souvent, on se répartit les rôles, effectivement, chacun gère une couche. Enfin, c'est plutôt... c'est un peu plus simple de travailler comme ça parce que les formats de données ne sont pas les mêmes. Là, au niveau bas réseau, par exemple, ça va être du Modbus, du Profibus, Profinet, enfin des bus réseau terrain. Par contre, au niveau supervision ou hypervision, on va être sur d'autres protocoles, par exemple OPC-UA, MQTT, et du coup, le mieux, c'est que chacun gère une partie de cette couche réseau-là, et ensuite qu'on dialogue entre nous en se faisant des interfaces. Donc moi, sur ce projet-là, par exemple, j'intervenais sur le niveau 0, terrain, mais par contre, sur d'autres projets, effectivement, j'intervenais soit sur la partie supervision, niveau 2, ou un cran au-dessus, niveau pilotage, hypervision. Ça dépend un peu des projets. D'accord, donc suivant le projet, tu peux travailler en tant qu'automaticien, en fait, tu peux travailler sur différents niveaux au niveau de cette pyramide. C'est ça. Après, chacun sa spécialité. D'autres vont choisir de se spécialiser vraiment sur une couche bien précise. Moi, j'ai fait le choix, surtout par rapport à mon statut d'indépendant, d'avoir un peu une diversité et puis une multitude de technologies qui font que je peux intervenir un peu sur tous les niveaux sans être forcément expert de tout, évidemment, parce qu'on peut pas tout maîtriser. D'accord. Très bien. Bon, ça c'est merci déjà pour ce premier exemple où tu as expliqué ce que c'est qu'un réseau local industriel. Et est-ce que tu as dans ton expérience professionnelle quelque chose pour illustrer la maintenance connectée? Ouais, et justement, c'était le deuxième exemple dont je parlais, là où j'ai pas eu besoin d'installer des équipements, parce que dans le premier, on voit qu'il y a des capteurs, tout ça, qui sont faits exprès pour aller récupérer la donnée. Mais pour la maintenance connectée, souvent on a l'impression qu'il faut forcément déployer des technologies hyper puissantes. Et là, dans cet exemple-là, on n'a pas eu besoin de rajouter quelque chose. Donc c'était sur un site industriel dans la cosmétique. Cette usine-là récupérait pas mal d'infos de production pour gérer notamment le suivi de qualité. Donc une fois qu'on a fini de fabriquer la pâte dentifrice, on va l'envoyer dans des remplisseuses et on va les injecter dans des tubes. Et cet exemple-là, il était plutôt lié à la fin de ce cycle de production au niveau du packaging, quand on va récupérer le tube et le mettre dans des cartons.
Donc la techno qui était installée, c'était tout simplement des caméras vision pour pouvoir lire des codes barres. Donc savoir si est-ce que le code barre est bien positionné. Si vous regardez au niveau des tubes dentifrice, il y a un data matrix, un code 2D qui est très petit mais qui est assez précieux pour les gens en production. C'est pour vérifier la qualité et le positionnement du tube. Et du coup, dans cette ligne d'emballage là de packaging, on va faire dérouler les tubes et voir s'il y a un mauvais positionnement, alors c'est qu'il y a un problème de qualité. Mais on peut utiliser ça pas que pour la qualité, on peut aussi l'utiliser pour la maintenance connectée, c'est-à-dire cette information-là de bonne qualité ou de bonne position du code peut donner des indices aussi sur la machine en elle-même. Parce que du coup, moi j'étais sur un projet où il fallait faire du suivi de maintenance et déterminer quelle était l'évolution de la machine au fil du temps. Et on se rendait bien compte que en fonction de la courbe d'évolution s'il y avait des mauvaises lectures, par exemple, ou bien des mauvaises positions du tube, on pouvait souvent le corréler à des pannes machine. Par exemple, si le capteur le moteur du tapis de convoyeur commence à changer de vitesse, on va pouvoir voir sur la courbe une dérive comme ça, où on passe même le seuil acceptable de qualité. Donc ça, on sait tout de suite que c'est un problème machine, parce que un problème qualité, ça serait 1 fois sur 100, par exemple, alors que là, on voit très bien que tous les tubes, par exemple, des 2 dernières minutes sont carrément hors position. Donc, dans ce cas, par exemple, on n'a pas eu besoin de rajouter de matériel, on fait juste qu'exploiter des données qui sont déjà disponibles. Et c'est juste pour dire que, par exemple, ce genre de machine-là où on a déjà du réseau connecté, on a déjà des capteurs avec de l'information qui remonte soit en mode bus TCP ou en OPC UA, peut aussi servir à de la maintenance connectée sans avoir besoin de rajouter des équipements, de refaire des investissements sur la maintenance prévisionnelle. L'idée, c'est tout simplement d'exploiter au maximum les données qui sont déjà disponibles sur les machines. C'est super intéressant. Et comment cette corrélation a été déterminée, le lien entre le défaut machine et ce défaut de qualité? Et défaut qualité. Ça, après, je pense que c'est des informations métiers ou c'est l'expérience des chefs de ligne. Au début, c'est de l'observation. Et après, on se rend compte que, sur le poste, les 8 dernières heures où on avait eu un problème machine, on voit que la courbe aussi avait un défaut qualité et du coup, on fait les corrélations. Donc ça, c'est de l'expérience humaine, on va dire. Mais de nos jours, il y a par exemple des systèmes d'intelligence artificielle qui vont être capables de faire ce genre de corrélation-là automatiquement. Donc là, dans notre cas, c'était plutôt manuel avec l'expérience de manière empirique. Mais c'est des corrélations. De toute façon, si vous regardez tous les systèmes d'IA dans l'industrie, ça marche beaucoup par corrélation comme ça. D'accord, donc c'est vraiment intéressant comme exemple parce que ça montre que la maintenance connectée, c'est pas forcément acheter des nouveaux capteurs, etc. C'est arriver à prendre l'intelligence des équipes maintenance, des équipes terrain, et arriver à le programmer pour finalement créer un outil qui permet d'aller plus vite et d'améliorer la production et d'améliorer les diagnostics et les prévisions de panne potentielles. C'est ça. D'accord. Super. Bon, merci beaucoup pour ces 2 exemples qui sont vraiment très parlants. Et j'aimerais aborder avec toi un dernier sujet. Comment est-ce que tu gères la sécurité lors de tes interventions? Alors, gestion de sécurité. Pour des interventions de maintenance, alors il y a beaucoup de trucs généraux que tous les techniciens ou automaticiens connaissent, mais sans faire de répétition, je peux peut-être donner 2 exemples assez pratiques, 2 conseils en tout cas, moi que je vois de mes expériences. C'est quand j'arrive, surtout maintenant que je suis indépendant, j'arrive sur un site, en général, je le connais pas. Et du coup, le premier réflexe qu'il est bien d'avoir, c'est de poser la question à l'utilisateur de la machine, donc soit l'opérateur de ligne ou le chef de ligne, pour savoir identifier les organes de la machine. Pourquoi ? Parce qu'au moment de faire sa mise en sécurité machine, il y a une étape qui consiste à identifier les sources d'énergie, savoir si elles sont toutes bien fermées. Et par exemple, si on a un compresseur à air ou bien si on a un bloc hydraulique ou je sais pas moi, en gros, pouvoir identifier les sources d'énergie et les verrouiller, ça, pour moi, ça se fait toujours avec quelqu'un qui connaît la machine par cœur, parce que si je le fais seul, je sais qu'à un moment donné, je vais oublier quelque chose et ça me met en danger, ça met en danger les collègues à côté. Donc, toujours penser à poser la question aux experts de la machine, quoi.
Et autre chose auquel je pense aussi au niveau sécurité, parce que plein de choses sont déjà connues, mais quelque chose qu'on oublie souvent, c'est quand on utilise des testeurs, les électriciens ils vont comprendre au niveau du multimètre. Certes, on a des options au niveau des voltages, de l'ampérage, mais par contre, souvent, on n'a pas d'option tant qu'on n'est pas connecté au neutre ou à la terre pour mesurer la présence de tension. Et c'est pour ça que quand vous allez faire votre vérification d'absence de tension, pour être sûr qu'il n'y a aucune source d'énergie électrique, ben, le mieux, c'est d'avoir son vérificateur d'absence de tension. Alors, forcément, c'est un peu plus cher, mais l'avantage, c'est que juste avec un fil, donc on le branche, par exemple, on le connecte sur la phase, on est capable de savoir s'il y a du courant dessus sans même le relier à la terre ou au neutre. Donc, ce genre de choses-là, c'est super important, surtout si vous êtes en train d'intervenir dans une armoire où la puissance et la commande sont dans la même armoire. C'est toujours bien de pouvoir sécuriser sa zone comme ça avec un VAT. D'accord, très bien. Après, je pourrais te donner d'autres exemples, mais je pense que quelques cas pratiques sur des conseils, c'est peut-être un peu plus marquant. Oui, c'est très bien. Bah, c'est deux exemples très, très concrets et je pense qu'ils sont pragmatiques et utiles. Bah, c'est parfait. Bah, écoute, merci Marc pour le temps que tu nous as accordé pour présenter ton métier d'ingénieur automaticien. Freelance en plus, donc c'est peut-être un type de métier qui peut intéresser dans le futur de plus en plus de candidats. Et ben je te souhaite une bonne continuation et puis à très bientôt. Merci Miroslav, à bientôt. Merci.